de toute l'Asie. On n'évoquera pas non plus les kongaïs, jeunes femmes que l'on achète pour une semaine ou plusieurs mois. De prostituées, elles deviennent souvent les concubines et parfois même les épouses de soldats qui vivent avec elles de véritables histoires d'amour. Mais pas question de lever le voile sur ce versant d'humanité des soldats. C'est pourtant dans les bras des femmes et dans les vapeurs d'alcool et d'opium que les hommes cherchent à oublier le sentiment d'abandon que leur inspire la métropole. En 1953, après 8 ans de guerre et d'enlisement, le pouvoir politique cherche une porte de sortie. En avril 1954, doit s'ouvrir la conférence de Genève avec la Grande-Bretagne, les États-Unis, la Chine et l'URSS pour trouver une solution aux problèmes coréens et indochinois. Pour la France, il est nécessaire d'y arriver en position de force, et donc de remporter d'ici là une victoire éclatante sur le Viet Minh. Un nouveau commandant en chef est nommé, le général Navar. Ce dernier choisit le site de Dien Bien Phu, une cuvette entourée de montagnes, pour y installer un camp retranché. Un hérisson qui doit bloquer la progression des forces du général Giap et le contraindre enfin à livrer bataille. Ce que Jules Roy appelle le pot de chambre de Dien Bien Phu doit être un piège pour l'adversaire, mais les Français ne se doutent pas que ce piège se refermera sur eux. Tout avait pourtant bien commencé. Le 20 novembre 1953, 5000 parachutistes prennent le contrôle de la vallée au cours de l'opération Castor. L'opérateur André Lebon est parmi eux. Il filme le ciel constellé de centaines de parachutes. Parmi ces soldats français, Bijard, qui commence à se faire un nom. Lebon montre les parachutages de matériel lourd, et notamment de bulldozers, pour construire une piste d'aviation qui permettra de ravitailler le camp retranché. Il capte aussi les brefs affrontements avec le Viet Minh qui doit céder le terrain devant la force de l'assaillant. C'est une réussite. Aux actualités de l'armée, le commentaire est triomphant. En une semaine, la position de Dien Bien Phu est fortifiée, puissamment armée. Sa situation géographique, ses caractéristiques climatiques en font une forteresse facile à défendre et un des meilleurs terrains d'aviation du sud-est asiatique. Durant 3 mois, le camp retranché de Dien Bien Phu est visité avec admiration par une kyrielle de personnalités. Le ministre de la Défense René Pleven, des généraux américains et surtout le général Navar font le déplacement. Ils inspectent ce dédale de tranchées, de boyaux, de casemates et de fortins qui portent de doux noms féminins. Eliane, Huguette, Claudine, Isabelle. Le Viet Minh n'a qu'à bien se tenir. Nous nous battrons comme à Verdun, lance même le lieutenant-colonel Gaucher, qui pense que la bataille sera rude, mais que les Français ne plieront pas. Il ne croit pas si bien dire. Dien Bien Phu, ce sera effectivement un Verdun tropical, un enfer, mais sans renfort et sans repli possible. N'oubliez pas, pensez à vos camarades qui luttent à 13 000 km de leur patrie. Ils luttent pour vous et souvent leur sang coule. Pensez à ce que sera leur Noël de combat dans l'herbe à éléphants des montagnes Thaï ou dans la boue des rizières. Pensez à ceux qui seront blessés. Le plus beau cadeau de Noël que vous devez leur faire, c'est un peu de votre sang. Venez au centre de transfusion sanguine. Cela vous coûtera bien peu. La vie de ces hommes vous attend. Donnez votre sang pour ceux qui répandent le leur sur les champs de bataille de l'Indochine. Depuis décembre 1953, Giap concentre ses troupes autour de la cuvette
et s'installe en force sur les crêtes des montagnes entourant le camp français. Désormais, celui-ci est cerné, encerclé, et seulement relié à l'extérieur par sa piste d'atterrissage. Navarre avait envisagé cette éventualité, mais il ne l'avait pas redouté. Il ne croyait pas à la possibilité de faire monter de l'artillerie au sommet de ces pentes abruptes et escarpées. Il a sous-estimé le général Giap. Non seulement celui-ci est maintenant à la tête d'une véritable armée, équipée par la Chine maoïste et par l'Union soviétique, mais il réquisitionne des dizaines de milliers de porteurs pour acheminer le matériel militaire. À pied, en camion ou en bicyclette chargés chacune de 200 kg de ravitaillement ou de munitions, les Vietnamiens rassemblent leurs forces. Avec des treuils ou la force des bras, les canons de 75, les caisses d'obus, gravissent mètre après mètre les pentes escarpées des montagnes de Dien Bien Phu. Le 13 mars 1954, Giap donne l'ordre d'attaquer. À la grande surprise des Français, c'est un déluge de feu qui s'abat sur eux. Bientôt, la piste d'atterrissage est inutilisable. Les 10 000 hommes sont désormais coincés. Ils ne peuvent compter que sur les parachutages de renforts et de munitions. Mais les caprices de la météo et les tirs de DCA de l'ennemi rendent ces parachutages compliqués. De ces 2 mois d'enfer qui rappellent les pires heures de la guerre des tranchées, où l'on se bat dans des trous d'obus, dans la boue, au corps à corps parfois, il n'existe pas ou peu d'images françaises. Blessé dès les premiers jours de l'attaque et amputé de la jambe droite, le cinéaste André Lebon est évacué par avion avec son matériel. Le photographe Raymond Martinoff est tué pendant les combats. Mais Pierre Schoendoerfer, bien que blessé par balle le 8 mars 1954, se fait parachuter le 18 mars avec une vague de renforts. On lui dit que l'affaire est pliée et que le camp retranché est condamné. Mais il ne veut rien savoir. On me disait « c'est foutu, n'y va pas », mais il fallait que je sois là. Tenant sa caméra comme une mitraillette, selon l'expression du colonel Langlais, il veut en être. Témoigner. Pour être avec eux jusqu'au bout dans l'épreuve. N'est-ce pas enfin la grande bataille frontale entre les deux armées? Celle que les Français attendent depuis si longtemps. Jusqu'au 7 mai, à 17h30, il n'a cessé de filmer l'épouvantable bataille de Dien Bien Phu et la résistance désespérée des Français dans une situation intenable. Mais comme un soldat avec son fusil, Schoendoerfer doit détruire sa caméra et ses films pour qu'ils ne tombent pas entre les mains de l'ennemi, ne conservant que quelques bobines qui lui sont finalement confisquées. Et l'on doit se contenter de ne voir la bataille qu'avec les yeux du vainqueur, ceux du Viet Minh. En réalité, ces images n'ont pas été tournées pendant le combat. Ce sont